qu'il y ait un lien de la folie à la littérature et de la littérature à la folie, sans pourtant consentir à l'exaltation de l'une et à la sacralisation de l'autre, on doit en convenir. On écrit parce que l'on est fou, et pourtant pas complètement. On écrit pour devenir fou, mais pas tout à fait. Et cela vaut certainement, comme invite à le penser Lacan, pour Joyce, qui d'ailleurs déclarait lui-même en une formule qui est assez fameuse, et sur laquelle je m'arrête un instant, donc, que l'épaisseur d'une feuille le séparait, lui, Joyce, que l'épaisseur d'une feuille le séparait seulement de la folie. Une feuille, quelle feuille ? Mais celle du papier de ses livres, précisément. La question, dès lors, la question des relations qui existent entre littérature et folie, se laisse, à partir de cette image, formuler assez aisément ainsi. Comment ne pas passer de l'autre côté de la feuille, tout en se situant suffisamment près d'elle pour lire à l'envers ce qui s'y trouve écrit? Comment ne pas traverser le miroir de papier? Car si, selon un mot célèbre, la folie est bien absence d'œuvre, alors devenir fou revient à renoncer à l'œuvre qui seule préserverait de la folie. Pour chacun, auteur ou lecteur, écrivain ou pas, peu importe, pour chacun, la question est bien de survivre à sa folie. Selon un vers de Auden, « Dites-nous comment survivre à notre folie », dont le grand romancier japonais Oe Kenzaburo a fait le titre de l'un de ses livres. Comment survivre à notre folie ? Comment ne pas passer à travers le miroir de papier tout en se situant suffisamment auprès de lui pour pouvoir lire en lui ? À cette question, Joyce, dans Ulysse, nous propose une réponse. Le roman de Joyce, en effet, illustre ce que serait un commerce ulysséen avec la folie. Ulysséen, c'est-à-dire placé sous le signe de la ruse, de manière à congédier toute la mythologie romantique du sacerdoce et du sacrifice, pour plaider en faveur d'une attitude, disons, plus réaliste, plus romanesque, qui permet à l'individu de se confronter au néant, tout en se donnant à lui-même les moyens de ne pas succomber à celui-ci. C'est par exemple, et je vous y renvoie faute d'avoir le temps de le démontrer en détail, c'est par exemple, c'est exemplairement, disons, le sens de l'épisode des sirènes, dans l'Odyssée déjà, et dans Ulysse ensuite. Mais c'est bien sûr le sens aussi de tous les chapitres de Ulysse, dont Bloom est le héros, les Lotophages, Hadès, Circé. Chapitres qui montrent à chaque fois le personnage se soustraire aux forces qui le menacent et qui auraient tout à fait de quoi conduire à son écroulement psychique. Peut-être nécessaire malgré tout que je m'explique davantage et que j'illustre un peu mieux mon propos. Comme Ulysse, donc, accroché au mât de son navire dans le célèbre épisode des sirènes, de manière à s'exposer à la démence séductrice du chant meurtrier des créatures, mais en inventant un protocole qui va lui permettre de ne pas se laisser aspirer en quelque sorte par le néant destructeur qu'il considère. C'est de cela que parle Joyce dans Ulysse. Là où d'autres sombrent dans la folie, Bloom, et donc Joyce avec lui, résiste à cette folie, parvenant, malgré la douleur du deuil, les peines de l'amour trompé et toutes sortes d'autres avanies qui justifieraient assez qu'on perde son peu de raison, réussissant donc à regagner le domicile conjugal au terme de son périple et à poser enfin sur le monde un regard de pitié bienveillante et ironique, se réconciliant enfin, c'est le dernier mot d'Ulysse, avec l'existence, s'il faut le dire vite. Car c'est bien ainsi que se termine Ulysse, le plus grand roman de la littérature du XXe siècle, comme une comédie
et pas comme une tragédie, par une parole d'assentiment à la vie, le oui de Molly Bloom, qui est le dernier mot du livre. Pour finir, je reviens à la question de l'éthique telle qu'elle est soulevée par Artaud dans la définition qu'il offre de la folie à propos de Van Gogh, le suicidé de la société. Devenir fou ou pas, de manière à ne pas forfaire, disait Artaud, à une certaine idée supérieure de l'honneur humain. Comment donc? En devenant fou ou en ne le devenant pas? On conçoit bien que c'est à la fois l'un et l'autre. La vérité, si l'on veut en porter témoignage, exige à la fois qu'on s'abandonne à elle et qu'on s'assure du stratagème nécessaire pour ne pas succomber à une telle confrontation destructrice. Une fois encore, c'est le sens de l'épisode des sirènes. Mais ceci posé vient la vraie question difficile. Et elle concerne la manière dont peut se vivre cette exigence du vrai qui oblige à rompre avec le monde de la raison, voire Artaud, mais de telle sorte que cette exigence du vrai se maintienne à l'intérieur du monde de la raison, malgré tout, et consente ainsi à ses règles, et c'est ce que nous dit Joyce dans Ulysse. Cette question-là, la question difficile, Joyce ne la laisse pas sans réponse. Mais en romancier qu'il est, il formule cette réponse sous forme de récit, laissant à chacun d'entre nous le soin de lire ou de ne pas lire l'évidence qu'il produit sous nos yeux. Au cours de cette longue journée, le 16 juin 1904 à Dublin, qui vaut pour toutes celles de la Terre et qui récapitule toutes les aventures vécues autrefois par le héros d'Homère, au cours de cette longue journée, donc, Bloom croise des fantômes, des sirènes, des monstres, des sorcières. Cela veut dire qu'il affronte sous toutes ses formes la folie des autres et celle que, comme chacun d'entre nous, il porte en lui. Et de chacune de ces épreuves, comme de la dernière, en retrouvant le domicile conjugal qui est la scène du drame de sa dépossession, Bloom sort victorieux.